Monsieur Karl Bonafumura, président de l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle, chers collègues, mesdames et messieurs. Les bouleversements de 1989 ont profondément transformé le monde contemporain. Ils ont mis un terme à un modèle d'organisation bipolaire qui s'était érigé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Dans les sciences sociales, l'effondrement du bloc communiste et la vague de création de gouvernements démocratiques a fait place à une myriade de réflexions sur l'avenir de la société humaine. La plus connue a été peut-être la publication d'un essai de Francis Fukuyama qui proclamait la fin de l'histoire, ou au moins, la fin de l'histoire dont le moteur avait été la poursuite des idéaux de liberté et égalité. Pour Fukuyama, la disparition de l'Union soviétique représentait l'avènement du système démocratique libéral à l'échelle de la planète. C'était le point final de l'évolution idéologique de l'humanité. Si plusieurs politologues, internationalistes, sociologues et même quelques philosophes du monde entier ont adhéré aux thèses de Fukuyama, la réaction chez les historiens a été moins enthousiaste. Bien que les thèses de Fukuyama aient été débattues, elles ne sont jamais allées très loin, ne serait-ce que parce qu'accepter la fin de l'histoire aurait pu susciter la fin du modeste métier d'historien. Dans le cas de la discipline historique, l'effondrement des barrières entre l'Est et l'Ouest a incité de nouvelles formes de compréhension du passé. Leur point de départ était la nécessité d'expliquer historiquement la mondialisation. C'est ainsi qu'une histoire qui trouvait son identité épistémologique dans l'étude des connexions, des interactions culturelles et des phénomènes transnationaux est apparue parallèlement aux États-Unis et en Allemagne. D'abord sous le nom de World History et plus tard sous le nom proche mais distinct de Global History. L'année même de la publication de l'essai de Fukuyama, un groupe d'universitaires s'est réuni autour du projet New Global History Initiative, dont est né l'ouvrage Conceptualizing Global History, qui se voulait un manifeste en faveur de l'histoire globale. En 1990 a été créé le Journal of Global History et en 1991 la revue pionnière d'histoire globale en Allemagne, Comparatif. 2 décennies plus tard, l'histoire globale n'apparaît plus comme un chantier d'exploration, mais comme un domaine défini avec ses méthodes, ses problématiques, ses congrès internationaux et ses revues. L'histoire globale conceptualise les connexions entre plusieurs lieux et espaces et la vocation à faire apparaître des phénomènes d'interrelation auparavant insoupçonnés. Elle cherche à dépasser les cadres nationaux et chronologiques traditionnels. Dans cet atelier, nous aurons le temps de discuter de la pertinence de cette définition, mais je voudrais évoquer ici la métaphore de Sanjay Subrahmanyam. L'historien global procède comme un électricien qui rétablit les interconnexions continentales que les historiographies nationales ont rompues en adoptant un cadre fondé sur l'État-nation. Certes, adopter un point de vue planétaire pour comprendre les phénomènes historiques n'est pas une nouveauté de l'histoire globale. La volonté de reconnecter des histoires qui avaient été comprises séparément par les ordres des historiographies nationales non plus. Cette inquiétude existait déjà chez plusieurs historiens de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique latine. Il convient donc de juger du caractère novateur du répertoire conceptuel et historiographique de l'histoire globale par rapport à la recherche qui a été faite. C'est du moins une première invitation que je souhaiterais vous adresser. En effet, la richesse de cette approche et la profusion des travaux à laquelle elle a donné lieu ces 20 dernières années ne sauraient cacher les manques significatifs qui réfutent la prétendue globalité de l'histoire globale. Parmi ces manques se trouve l'histoire de l'Amérique latine, sous-représentée dans les principales revues d'histoire globale, comme l'a récemment pointé Matthew Brown pour le cas du Journal of Global History, la prestigieuse revue anglaise de l'Université de Cambridge fondée en 2006. L'Amérique latine n'a pas reçu l'attention qu'elle mérite de la part des historiens globaux. Alors que l'Eurasie et les États-Unis sont souvent placés comme les axes à partir desquels s'est construite la vision globale du monde, l'Amérique latine reste largement périphérique. Une première raison qui expliquerait cette absence est tout simplement que les latino-américanistes ont intégré une perspective planétaire par le biais d'autres approches historiographiques comme l'histoire économique, l'histoire atlantique ou l'histoire impériale. Il faut signaler que la diffusion quasi exclusive de l'histoire globale en anglais explique aussi le manque d'intérêt de certains chercheurs pour cette approche. À ces raisons, il faut ajouter que
que nombre d'universitaires critiquent aujourd'hui l'histoire globale pour être devenue la porte-parole d'une globalisation néolibérale qui justifie les hiérarchies internationales et une géopolitique des savoirs qui se reproduit sans cesse en faveur de l'hémisphère nord et en dépit du reste de la planète. L'histoire globale serait ainsi issue d'un regard impérial, voire impérialiste, de l'histoire humaine. Il me semble que les latino-américanistes devront prendre position face à tous ces débats. Quoi qu'il en soit, sans l'intégration de l'Amérique latine au modèle explicatif de l'histoire globale, la prétention de globalité, disons-le clairement, n'est qu'une chimère. De ce point de vue, le défi que l'histoire latino-américaine lance à l'histoire globale est double. D'un côté, intégrer à ces modèles explicatifs une région de la planète qui n'a cessé de jouer un rôle crucial dans l'histoire humaine, et d'un autre, extraire une approche historiographique d'un paradigme délabré des centres et des périphéries. Mais il n'y a pas que l'histoire latino-américaine qui défie l'histoire globale. L'histoire latino-américaine et l'histoire globale sont deux camps qui se défient mutuellement. Les latino-américanistes avons été critiqués avec raison pour notre provincialisme et pour notre incapacité à établir des liens et des connexions au-delà de l'espace atlantique. Longtemps renfermés dans des cloisonnements nationaux, les historiographies latino-américaines se sont contentées de mener des réflexions fondées sur les bases d'une mémoire officielle. L'histoire comparée, surtout dans son versant économique, est venue combler en partie ce manque à partir des années 70, tout comme l'histoire internationale qui, à partir des années 80, a elle aussi répandu un horizon historique qui était resté très limité. Mais malgré cela, l'histoire comparée et la comparaison comme outil de compréhension sont restés minoritaires. D'ailleurs, l'histoire internationale n'a que très rarement dépassé le cadre atlantique. Les études sur les relations bilatérales avec les États-Unis et les pays d'Europe occidentale restent la norme. Les interactions de l'Amérique latine avec l'Europe de l'Est et du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie restent encore des sujets mal connus de l'historiographie latino-américaine. Il n'y a que l'historiographie internationale du Brésil qui entretient une ligne de production sur les rapports entre ces pays et les États africains de la côte occidentale. L'histoire globale représente un défi pour l'histoire latino-américaine car elle lui montre une dimension planétaire à laquelle elle n'a pas encore accédé. Des études pionnières ont été menées par des modernistes qui ont assumé la tâche difficile de faire dialoguer l'histoire des empires ibériques avec une histoire culturelle sensible au métissage et aux faits religieux. Il faut rappeler à ce titre le numéro des Annales, paru en 2001, est consacré à la thématique Une histoire à l'échelle globale, qui marque un tournant significatif dans l'historiographie écrite en français. Cependant, pour l'instant, ces études restent exceptionnelles. D'autres périodes, comme le XIXe et le XXe siècle, n'ont pas encore été reliées à une vision globale de l'histoire. Un défi supplémentaire et à mon avis essentiel concerne la périodisation de l'histoire latino-américaine. La division traditionnelle entre histoire préhispanique, histoire coloniale et histoire républicaine tiendrait-elle la route si elle était confrontée aux ambitieuses périodisations de l'histoire globale? Permettez-moi d'illustrer brièvement cette problématique. En 2005, Charles Seemann publie l'ouvrage 1491, Nouvelles révélations sur les Amériques avant Christophe Colomb, où à l'aide de la climatologie, la biologie moléculaire, la botanique et la génétique, il soutient que la forêt amazonienne a été construite par des sociétés qui se seraient consacrées à croiser génétiquement des plantes sur la base de connaissances botaniques très développées. Des données archéologiques prouveraient également que les bassins du fleuve Amazone, du fleuve Saint-François au Brésil et les marais de l'est de la Bolivie ont abrité des concentrations humaines massives tout à fait inconnues de nos jours. Le mythe d'un continent vierge à l'arrivée des conquérants européens, habité par des Indiens contemplatifs d'une nature exubérante, serait complètement faux. C'est dans l'interaction entre l'homme et l'environnement où il faudrait chercher les réponses. Mann conclut que l'archéologie des Amériques prouve que sur ce continent, les civilisations étaient en marche depuis presque aussi longtemps qu'en Eurasie. Ces questions relèvent-elles d'une histoire latino-américaine? Les latino-américanistes ont-ils vraiment intégré des chronologies plus larges capables d'éclaircir l'expérience humaine sur des échelles temporelles et géographiques plus vastes? L'idée même d'Amérique latine ne serait-elle pas en prison historiographique pour faire dialoguer l'histoire des latino-américains avec l'histoire globale? Si l'histoire latino-américaine et l'histoire globale sont deux camps qui se défient, il n'est pas moins important de signaler qu'une histoire globale de l'Amérique latine représente aussi un défi dans la façon dont on enseigne la civilisation latino-américaine dans les cycles des études supérieures en France.
On pourrait penser, comme cela a été signalé dans l'ouvrage pionnier en français de Philippe Norel et Laurent Testo, Une histoire du monde global, que notre société a besoin d'une histoire donnant toute sa place au monde, d'un enseignement historique qui ouvrirait les fenêtres et ferait circuler l'air, qui tresserait les histoires et les ferait partager dans une société plus métissée, plus mondialisée. Dans les licences, les enseignants sont confrontés à un public dont les repères culturels sont de moins en moins centrés sur la nation. L'ordre n'est plus en civilisation latino-américaine comprise exclusivement du point de vue des rapports de cette dernière avec l'Europe. Les élèves demandent aujourd'hui des éclairages sur les connexions et les circulations entre l'Amérique latine, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Accepter l'exercice de construire une histoire globale n'est pas simplement une façon d'amorcer un dialogue plus intelligible avec une génération qui perçoit le monde à travers des écrans d'iPhone. C'est aussi un défi pour les enseignants dans la recherche de matériaux, dans la création des programmes et dans la pratique pédagogique quotidienne. Serait-il trop risqué d'inclure un cours de civilisation globale dans les programmes de licence? Ces types d'enseignement n'auraient-ils pas vocation à prévenir les radicalismes et à démontrer que la construction des identités religieuses et politiques dans les mondes contemporains sont beaucoup plus liées qu'on ne veut l'accepter? Et l'Université de Paris 3 ne serait-elle pas l'endroit adéquat pour démarrer cette expérience? Je voudrais dire quelques mots sur le fonctionnement de notre atelier. Nous aurons 3 tables, une consacrée au XVIIIe, une au XIXe et une au XXe siècle. Si nous commençons par le XIXe siècle aujourd'hui, et non pas par le XVIIIe siècle, ce n'est qu'en raison des contraintes techniques. La salle Las Vernias, où nous nous rendrons demain, dispose des équipements nécessaires pour la réalisation des vidéoconférences et un de nos collègues interviendra directement depuis l'Argentine. Outre les communications, nous aurons 2 conférences ouvertes au public demain, en fin de matinée et en fin d'après-midi, celle d'Irina Podgorny et celle de Matthew Brown. Nos langues de travail seront le français, l'espagnol, le portugais et l'anglais, mais nous aurons une table ronde en espagnol pour clore l'atelier. Vous êtes les bienvenus à y participer pour débattre sur les liens entre l'histoire globale et l'histoire des relations internationales. Je voudrais, avant de finir, remercier plusieurs personnes et institutions sans lesquelles cet atelier n'aurait pas vu le jour. Tout d'abord, à Carl Bonafumura, qui a accepté de nous accompagner pour ouvrir nos travaux. Ensuite, aux membres du comité scientifique, tous des latino-américanistes reconnus, qui ont évalué les propositions qui nous sont parvenues à la suite de l'appel à communication. Merci à Annick Lampérière, directrice du CRALMI de l'Université des Paris 1, et à l'Agence française de la francophonie, qui ont participé au financement de la logistique et de la publication des mémoires de cet atelier. Finalement, je voudrais remercier tout particulièrement Olivier Compagnon, professeur d'histoire contemporaine et directeur de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, du généreux soutien qu'il a accordé pendant toute l'organisation de cet événement. Je vous remercie de votre attention.